Bonjour à tous. Alors, moi, je travaille pas en chirurgie cardiaque pédiatrique, hein, je travaille en orthopédie de traumatologie, donc on m'a demandé quelque chose de plus, basique. Non, mais le sujet a quand même été vraiment défriché. J'espère vous apporter quand même quelque chose, qu'on ait de la réflexion autour du patient insuffisant cardiaque dont on a vu finalement qu'il y avait une multitude de présentations possibles, d'étiologies possibles et de conséquences possibles. On va essayer d'aborder des grandes thématiques. On m'a demandé de parler du PER et du post-opératoire, mais pour faire de la médecine périopératoire vraiment, parler du PER et du post-opératoire sans évoquer un tout petit peu l'évaluation préopératoire et la population qu'on va faire, c'est difficile. Donc je vais quand même parler de la population, même si on l'a bien défini, je vais aller rapidement parce que ça a été vraiment beaucoup abordé. On vous a démontré, donc l'insuffisance cardiaque, c'est un diagnostic de quelqu'un qui a à la fois des symptômes et une échographie cardiaque altérée. C'est une maladie qui est, encore grave, hein, encore aujourd'hui, malgré la glyphosine, qu'on va rencontrer, on l'a vu, dans 2 à 3 des cas, en tout cas, en France, chez nous. Donc ça peut quand même nous arriver régulièrement et y compris en urgence. On a vu que c'était, stratifié, sur aussi principalement l'altération de la fraction d'éjection avec, les insuffisances cardiaques à fraction d'éjection altérée, moyennement altérée et on a vu, préservée. Donc là, vous allez vous dire: «J'ai bien fait de venir, quand c'est grave, c'est grave». Les patients qui sont insuffisants cardiaques, en post-opératoire, bah, ils ont plus de complications. Je pense que je vous ai appris vraiment beaucoup de choses. Plus c'est grave et plus ils ont une fraction d'éjection altérée, plus c'est grave en post-opératoire et je pense que je vous ai encore appris beaucoup de choses. Non, je pense que ce qui est important de retenir aussi, des fois, quand on les accueille, notamment en urgence, c'est que ceux qui ont une fraction d'éjection préservée, on en a parlé tout à l'heure, c'est pas des malades tout à fait normaux. C'est pas parce qu'ils ont 55, 57, 60% d'FEVG que c'est des malades qui sont pas insuffisants cardiaques. Ils ont un taux de complications intrinsèquement lié à leur insuffisance cardiaque qui est clairement significatif en post-opératoire et il faut bien le prendre en compte quand on les prend en charge. L'autre critère très important quand ils arrivent, c'est, est-ce que j'ai un malade qui est symptomatique ou pas? Et ça aussi, ça augmente énormément le risque périopératoire de complications et probablement qu'un malade qui a certes soit 55 mais qui sort d'un diagnostic il y a 4 mois, d'une hospitalisation il y a 1 mois, qui est en cours d'équilibrage, bah, peut-être que c'est pas le même malade qui a 43 mais qui est stable depuis 2 ans, qui a un traitement stable, qui est asymptomatique au moment où il arrive. Dernièrement, ils sont rarement que, insuffisants cardiaques, hein. Ils ont beaucoup de pathologies associées. Alors j'ai choisi de parler de la FA, hein, parce que c'est très significatif. C'est un réel facteur de risque ajouté de complications post-opératoires. C'est une pathologie qui est très présente, à la fois dans la cause, dans la conséquence et en tout cas très intriquée avec ça et ils vont avoir, alors de l'AFA, mais aussi d'autres choses et notamment, la maladie coronarienne, hein. C'est pas tout à fait le même, pronostic de morbimortalité si on a insuffisance cardiaque avec de la coronaropathie associée, ou pas et donc il y a beaucoup de facteurs prédicteurs qui sont des antécédents associés à cette insuffisance cardiaque qui vont pouvoir décompenser une insuffisance cardiaque aiguë en post-opératoire. Ils sont tellement intriqués qu'en fait, depuis tout à l'heure, je vous ai montré que c'était plus grave avec des odds ratios ajustés, donc qui essayent d'analyser l'impact isolé, hein, de l'insuffisance cardiaque sur le post-opératoire. Mais la vraie population, c'est aussi finalement l'odd ratio complet, parce que la vraie population, elle a du diabète, elle a de l'hypertension, elle a des pontages coronariens, elle a de l'insuffisance rénale, et donc c'est vraiment des taux de complications post-opératoires qui sont beaucoup plus importants que la population non insuffisante cardiaque. Et puis, sur ce qui va pouvoir, nous intéresser dans le PER et post-opératoire, ça va être qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour limiter ça? Et on voit que, bah, globalement, sur le PER et post-opératoire, à part réussir à jouer un peu sur l'anémie, on va avoir assez peu de leviers pour prévenir cette insuffisance cardiaque aiguë post-opératoire. Dans les grands principes généraux, maintenant qu'on a à peu près défini la population, le risque qu'elle pouvait représenter pour nous quand on va avoir à les endormir, j'aime bien cette slide des recommandations de 2022 de l'ESC. Comment est-ce que c'est quoi le parcours de ces malades? Ils sont vus par le collègue en consultation qui évalue le risque de manière clinique, qui associe probablement de la biologie, des examens morphologiques pour stratifier ce risque, le mieux le définir, puis il se met en équipe avec des cardiologues, des endocrinologues, ce qu'on veut, pour essayer de prendre en charge ce risque et de l'amener à un risque le plus faible possible pour arriver à la chirurgie. Et puis, on essaye de réduire le risque d'un événement.
mais ce qui est important, c'est de le détecter et de le traiter. Parce que si on cherche qu'à le prévenir, à mettre un stent, mais qu'après on met le malade dans un service classique et qu'on ne regarde pas s'il fait l'événement post-opératoire, on n'a probablement pas gagné grand-chose. Nous, on se situe ici aujourd'hui, puisqu'on parle du per et du post-opératoire. Le malade a été vu par le collègue, il a été optimisé au maximum, il a réduit le risque au maximum, il a fait tout comme il faut, mais nous, il arrive, on est la vraie vie, hein, le dossier, et il faut qu'on l'endorme, il faut qu'on décide ce qu'on va mettre comme protocole d'anesthésie en place en paire opératoire. Bah, il nous manque un élément quand même, on en a parlé, je vais passer vite, c'est pour stratifier le risque du malade associé au risque pardon, de la chirurgie. Et ça, comme dans toute autre population, plus la chirurgie est complexe et plus elle est urgente, plus le taux de complications et de mortalité, de morbimortalité post-opératoire est élevé. Il y a des tableaux hein, qui sont présents dans les recommandations de l'ESC et que la SFAR a repris. Le problème de ces tableaux, c'est que souvent, notre chirurgie, elle n'est pas dedans. Alors, c'est pas, là, il y en a quand même un bon chiffre, mais souvent, on se dit, bah, je vais regarder, mais elle n'est pas dedans. Dans ces recommandations, en 2024, la SFAR, de manière assez intelligente, a donné un outil qui permet à tous d'avoir une granulométrie plus locale. On parle de la mortalité attendue post-opératoire pour choisir notre mode de monitorage hémodynamique. Et ça, en reprenant des chiffres et tout, on doit être capable localement, sur des chirurgies, sur des procédures, sur un type de malade, sur des fois des chirurgiens, de définir précisément ce risque. Et ils ont défini le risque élevé et très élevé comme étant supérieur à 1% et supérieur à 3% quand c'est très élevé en post-opératoire. Et on verra que ça va nous aider, nous, le jour J, à décider de si oui ou non il y a une vraie indication selon ces RFE à monitorer certaines choses en opératoire. Là, en fait, il manque un truc quand même, c'est que le collègue, il a essayé d'y réduire le risque au maximum pour que ça se passe pas. Et nous, notre travail du père opératoire, finalement, ça va être primum non nocere, ça va être d'essayer de faire qu'on va pas faire remonter ce risque en père opératoire que le collègue a eu tant de mal à faire descendre avant qu'on endorme le malade. Et donc, comment est-ce qu'on va pouvoir appliquer ces grands principes au père opératoire pour essayer de ne pas nous générer quelque chose? Déjà, choisir le mode d'anesthésie. Alors, on a discuté un petit peu avant. Bon, alors moi, je travaille en orthopédie, je vous l'ai dit, donc c'est sûr, si on peut faire une chirurgie périphérique mineure avec un échographe et de l'ALR, moi, je pense qu'il faut le faire. C'est assez logique. Mais c'est pas que je pense, c'est qu'il y a quand même aussi des choses hein, qui montrent que l'anesthésie loco-régionale, et je dis bien loco-régionale tronculaire, périphérique, on va revenir sur le périmédulaire, probablement peut être un des outils, quand c'est accessible, une chirurgie qui est accessible, pour essayer de limiter le risque de survenue d'insuffisance cardiaque post-opératoire, très peu de de changement de régime de pression, très peu de jeux de volémie, etc. etc. Après, est-ce qu'on va faire de l'anesthésie générale ou de la périmédulaire? On vient de l'évoquer, je vais l'évoquer de manière plus généraliste. Et là, j'ai fait un peu exprès de faire de la provocation. C'est un article un petit peu ancien et finalement qui répondait déjà un peu à la question. Chirurgie périphérique vasculaire 1996. J'ai dû aller dans la bibliothèque du service, j'ai pris en photo, c'est pour ça que c'est pas tout à fait de la même couleur. Et on prenait donc en chirurgie vasculaire, vraie et périphérique mais lourde, des malades qu'on a randomisés en rachis, péri ou anesthésie générale. C'est une vraie population malade en 96, hein, 90 de diabétiques, 30 d'insuffisance cardiaque, près de 20 de malades pontés, donc des malades qui sont à risque de faire des complications cardiovasculaires ou rénales post-opératoires. Bah, finalement, avec, alors sans vouloir surtout vexer personne, mais avec l'anesthésie de 1996, le monitorage de 1996, eh ben, en fait, la rachianesthésie, c'est pas plus léger. Faire une péridurale, visiblement même titrée, ça n'induit pas moins de complications périopératoires. Et ça, c'est encore retrouvé très récemment dans un sujet qui m'intéresse plus, qui est la fracture extrémité supérieure du fémur. Quand on compare encore aujourd'hui rachianesthésie et anesthésie générale, on n'arrive pas à trouver de différence sur la mortalité, sur le délirium, ou en tout cas de manière extrêmement marginale. Donc peut-être que ça, il y a pas vraiment de différence. Mais je fais de l'anesthésie générale, alors j'ai entendu dire que les halogénés quand même pour le patient cardiaque, c'était peut-être mieux. Ben, finalement, quand on regarde, je vais être très rapide là-dessus parce que voilà, mais c'est qu'en chirurgie, que ce soit en chirurgie cardiaque, on est même obligé de zoomer sur la courbe pour essayer de voir s'il y a une différence. Bon, c'est probablement marginal le gain qu'on va avoir en fonction d'utiliser du propofol ou du sévoflurane. Et puis en chirurgie non cardiaque, sur les événements cardiovasculaires, l'augmentation de BNP et l'événement à 1 an, c'est pareil, c'est probablement très très marginal.
Tout ça pour dire, c'est forcément un parti pris quand on présente quelque chose, mais tout ça pour dire que quel mode d'anesthésie on va faire importe moins que, bon alors oui, je vous dis pas de faire une rachis à un RAO serré ou, à une CMH avec un bourrelet septal, voilà, non. Non, bien sûr, mais ce qui compte plus, c'est finalement quel mode de réalisation. Comment est-ce qu'on va la faire plus que qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ce qu'on disait très bien tout à l'heure sur les cardiopathies congénitales où on respecte, hein, et on peut faire de la rachianesthésie titrée, progressive, tout comme on peut avoir une induction plus progressive, ne pas, pousser les 200 de propofol, d'emblée et puis voir ce qui se passe derrière. Donc plus le mode de réalisation de l'anesthésie, plus que ça. Et là, donc pour évoquer ça, j'ai parlé de l'équipe Sky en cyclisme au début des années 2000. C'était une équipe qui avait, popularisé un concept dans le sport professionnel qui fait tellement bon concept que souvent on les voyait plus, de derrière comme ça que de devant, qui était le principe des gains marginaux. Et les gains marginaux, c'était d'adapter à chaque sportif de haut niveau, regarder sa physiologie, ses morphologies et y adapter sa nutrition, son sommeil, son équipement, la façon de s'entraîner, et cetera et en personnalisant et en gagnant 1 1 on finissait par gagner 10 15 20 de performance et ça a quelque chose qui a relativement bien fonctionné et qui est maintenant communément admis. Comment est-ce que nous, on peut faire le parallèle avec ça? C'est que, globalement, on a vu qu'il fallait quand même évaluer le risque pour savoir ce qu'on allait faire en opératoire et au fur et à mesure où, notre risque grandit, il faut savoir, augmenter, hein, probablement ou en tout cas majorer l'intensité de notre monitorage opératoire. Mais le corollaire, c'est aussi que quand les gens n'en ont pas besoin, il ne faut pas le faire. On ne va pas mettre une artère, pour, un canal carpien à un malade parce qu'il a, 38 d'FEVG. Donc il faut bien stratifier ce risque global de chirurgie et de patients et on va voir ce qu'on peut leur faire gagner. Nos gains marginaux à nous, ça va pas être, le vélo, la nutrition et le sommeil. Ça va être, alors j'ai choisi ça, hein, il y a plein d'autres choses, hein. De toute façon, on ne peut pas tout évoquer. Je vais déjà essayer de rester dans les temps. On va parler de la pression artérielle, le monitorage du volume d'éjection, débit cardiaque, l'électroencéphalogramme opératoire, gestion de la PVC-SCVO2, la gestion de l'anémie, du patient blood management. On a parlé beaucoup de l'arythmie cardiaque par fibrillation auriculaire, comment on va bien gérer les traitements, comment on va bien gérer les dispositifs implantables, comment on va essayer ensuite dans les grandes lignes de choses qui sont évidentes, de gérer la normothermie, la douleur. On pourrait encore en trouver et vous pouvez me donner probablement encore beaucoup d'exemples. On va enlever certaines choses qui ont déjà été, vues au cours de la journée et puis en regard, vous me dites: «C'est des choses très généralistes», mais les recos, elles sont aussi, le peu qu'on a finalement, très généralistes, hein. Sur, le S7 2022, on va voir après l'ASFAR, on nous recommande de maintenir une bonne pression artérielle entre 60 et 70, de monitorer le volume d'éjection systolique et de faire de la thérapeutique, de l'Hurley-Gold, d'arrêté thérapeutique et puis, on voit là de bien gérer la douleur post-opératoire. Donc ça reste très généraliste et globalement, c'est ce qu'on retrouve aussi sur les recommandations de l'ASFAR, celles qui nous sont, opposables, pour la pression artérielle ou pour le monitorage d'éjection systolique et là, on le voit donc ce fameux, morbidité périopératoire chez les patients à risque élevé, très élevé et ça nous permet réellement de décider est-ce qu'on met oui ou non un monitorage de débit cardiaque en péropératoire. On va essayer de les prendre, pas tous, mais que certains un par un et on a vu le principe de, primum non nocere en péropératoire, de pas nous faire remonter le risque que les collègues ont cherché à faire descendre en préopératoire. Et ben, notamment le monitorage d'électroencéphalogramme en péropératoire, que ce soit le BIS ou l'entropie pour pas les citer, là, c'est une étude qui comparait 2 groupes. On mettait les électrodes sur le front. Dans un groupe, ils ne voyaient pas l'écran, dans l'autre groupe, ils voyaient l'écran. Quand ils ne voyaient pas l'écran, bah, globalement, les anesthésies étaient plus profondes et surtout, ce qui est intéressant, il y avait plus d'hypotension et plus d'utilisation de vasopresseurs en péropératoire et ça, on va y revenir parce qu'on l'a très bien vu sur le topo de l'arythmie. Le vasopresseur en périopératoire qui est pas utile, qu'on va utiliser parce qu'on fait une anesthésie trop profonde, il peut avoir des conséquences sur le déclenchement, notamment d'une arythmie qui est un très bon facteur de dégradation de l'insuffisance cardiaque. Même chose, là, tout le monde avait, l'écran à vue, mais on faisait volontairement contrôler randomisé bis 35, bis 50. Bah, quand on a une anesthésie plus profonde avec un bis plus profond, encore une fois, on a encore une utilisation d'inotropes et de vasopresseurs qui est plus importante, sans gain, évident sur le reste. Donc le EEG, c'est finalement, au-delà d'un monitorage de la profondeur de l'anesthésie, c'est un très bon monitorage, premier monitorage hémodynamique dans l'algorithme. Est-ce que mon EEG, est bon pour pas générer des choses inutilement? La pression artérielle, vous allez me dire: «Bon, bah, la question est déjà répondue. De toute façon, les recommandations, elles disent entre 60 et 70, et puis, si c'est bien rempli, je mets de la noradrénaline probablement en première intention, par rapport à une phényléphrine». Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, c'est vrai,
Et ces recommandations, elles se basent quand même beaucoup sur alors un nombre de malades qui est colossal, parce que ça, c'est une des cohortes dans laquelle il y a 57 000 patients, mais des cohortes comme ça, qui démontrent que plus l'hypotension est profonde et plus elle est prolongée en opératoire, plus on a de la défaillance d'organes en opératoire, il y en a des centaines, et j'exagère à peine. Donc ça, c'est quelque chose d'avéré. En rétrospective, quand on regarde, plus l'hypotension opératoire est profonde et prolongée, plus elle génère de la défaillance d'organes post-opératoire. Mais je vais essayer de mettre un peu le trouble. Parce que quand on regarde, ça c'est une méta-analyse plus récente sur des essais, cette fois-ci contrôlés, randomisés, où on randomisait les malades pour avoir des niveaux de pression artérielle plutôt bas, aux alentours de 60, même si c'est globalement hétérogène dans cette méta-analyse, mais on va dire plutôt aux alentours de 60, et puis des groupes plutôt hauts, 70, 80, ben on se rend compte que là, on ne retrouve pas du tout cet effet. Et que le groupe qui a des pressions artérielles volontairement basses en contrôlé randomisé, il n'y a pas une surmortalité très importante ou de la défaillance d'organes très importante. Et on retrouve encore une fois que, surprisingly, associé avec un taux de FA diminué en post-opératoire. Mais probablement, c'est pas dit, on ne l'a pas, mais on a vu avant qu'une anesthésie on va utiliser moins de vasopresseurs pour maintenir une pression plus basse. Et donc probablement il y a une corrélation. Donc là, ça démontre que causalité corrélation ne fait pas causalité. Probablement que toutes les études qu'on a vues qui démontrent que plus on est hypotendu longtemps, mais sur du rétrospectif, sont peut-être le marqueur de la fragilité des malades qui étaient hypotendus, qui l'étaient longtemps et chez qui on avait besoin de mettre plus de vasopresseurs. Parce que quand on contrôle et qu'on randomise, finalement, cet effet est plus faible. Finalement, ce qui compte probablement, encore une fois, ça va être de personnaliser les niveaux de pression artérielle. Et ça, c'est une très belle étude française que vous connaissez probablement. Quand on prend le niveau de pression artérielle systolique du préopératoire et qu'on essaye de le conserver le plus possible en péropératoire en le faisant de manière très précoce, eh ben, on diminue le taux de survenue de dysfonction d'organes en post-opératoire. Dans cette étude-là, les pressions artérielles étaient un peu plus hautes, hein, finalement, dans le groupe où on personnalisait. Mais on va voir que dans l'insuffisant cardiaque, cette réflexion sur la personnalisation, elle peut avoir un intérêt. Ça, c'est une courbe volume-pression du ventricule gauche. Donc, le pointeur, c'est là. Bon, en bas, la courbe du bas, on voit la droite du bas, c'est le remplissage de la diastole. La courbe qui augmente, ça va être la mise en charge du ventricule gauche. À un moment, il va se contracter avec la valve fermée. Et puis, on va venir toucher cette ligne rouge quand le ventricule gauche se vide et éjecte. Cette ligne rouge, ça va être la ligne de la contractilité du ventricule gauche. Et puis ensuite, on va redescendre pour recommencer un cycle de remplissage. Quand on est insuffisant cardiaque, cette pente, elle va s'aplatir et donc on va avoir ces volumes télédiastoliques résiduels un peu plus importants. Et on le voit si si on ne change rien, on voit la ligne grisée, on aurait un volume d'éjection systolique qui serait réduit, plus étroit. Donc, qu'est-ce que fait le ventricule? Il se dilate un petit peu pour regagner du volume d'éjection systolique à chaque cycle et continuer à pouvoir proposer à l'organisme un débit cardiaque correct. L'autre chose qu'on voit, c'est que si sur cette ligne rouge, on se promène, cette courbe-là, elle va suivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on diminue la post-charge, le niveau de pression contre lequel pousse le ventricule pour éjecter, on voit qu'on va décaler à nouveau sur la gauche et regagner en volume d'éjection systolique. Et à contrario, et c'est surtout ça que je veux vous dire, si on remonte le long de cette pente et qu'on va inutilement chercher des niveaux de pression artérielle systolique et de post-charge qui sont très élevés, probablement on va réduire encore la capacité du ventricule gauche qui est altéré à éjecter, à avoir un volume d'éjection systolique. Tout ça pour dire, il faut suivre les recommandations sur le niveau de pression artérielle, mais faire attention, personnaliser le niveau de pression à ce qui existe en préopératoire pour ne pas mettre des niveaux de contrainte à l'éjection du ventricule gauche qui est déjà altéré trop importantes. Quand on monitore la pression artérielle, finalement, c'est une composante de beaucoup de choses, vous le savez, et on ne monitore pas tout. Donc, à qui est-ce qu'on va pouvoir, à qui ça va bénéficier de monitorer volume d'éjection systolique et débit cardiaque de manière très large chez les patients qui sont insuffisants cardiaques. Et pour l'ASFAR, cette recommandation s'applique pour les gens dès qu'ils ont une mortalité attendue post-opératoire supérieure à 1% et encore plus si 3%.
Vous connaissez le principe du monitorage opératoire, ça va nous permettre de savoir où on est sur la courbe de Frank Starling. Est-ce que si je remplis, je vais gagner du volume d'éjection systolique et du débit cardiaque et du transport d'oxygène, ou est-ce que si je remplis, je vais avoir aucun gain et je vais avoir une augmentation de volémie, de la congestion et de la rétention. Si on met cette courbe en pointillé et qu'on va en mettre une deuxième dessus, qui va être la courbe finalement de la morbidité périopératoire. Si on est trop à gauche, on va être sur une attitude, on va probablement créer du bas débit, de l'ischémie d'organes, et où pour maintenir des pressions, on va probablement utiliser beaucoup de vasopresseurs avec les choses négatives qu'on a vues là-dessus. Et si on est trop à droite, si on est très sur du remplissage très important, on va aller vers de la congestion pulmonaire, de l'augmentation de pression, de l'augmentation de volume télédiastolique et de pression télédiastolique. Et donc, le travail de monitorage du VES en opératoire, ça va être de se trouver dans une zone qui va être la plus safe possible pour les patients. L'ischémie, on arrive bien à visualiser la conséquence qu'on peut avoir. La congestion en opératoire, on va rarement avoir un OAP en opératoire. C'est le traitement de l'OAP. Par contre, on sait que la ventilation mécanique sur les cœurs insuffisants cardiaques, elle va avoir différents effets. On augmente la pression dans le thorax, on va augmenter la pression contre l'oreillette. Bon, il y a beaucoup de paramètres, mais globalement, on va diminuer un petit peu le retour veineux, diminuer un peu la précharge. Et puis, on va avoir des effets de chasse qui vont être augmentés au niveau pour faciliter l'éjection du ventricule gauche, un gradient de pression entre le thorax et l'abdomen qui va être changé, qui va favoriser l'écoulement vers un niveau de pression élevé à faible. Et donc, globalement, un peu faciliter le travail d'un insuffisant cardiaque, ce d'autant que la demande d'oxygène en plus en périphérie, à ce moment-là, elle est diminuée. Mais vous savez aussi que pendant l'anesthésie générale, on va induire une vasodilatation périphérique très importante. Et si on ne traite, comme on l'a vu sur la courbe, ces hypotensions ou débit cardiaque que par du remplissage, on va remplir ces secteurs veineux dilatés. Et quand on va réveiller nos malades, on va avoir tout l'inverse qui va se produire, une vasoconstriction de ce secteur veineux, une réaugmentation de la poche charge, une augmentation du travail pour le cœur gauche, une demande en oxygène périphérique, ce d'autant qu'ils sont douloureux, ce d'autant qu'ils sont hypothermes, qui va être augmentée. Et on va vraiment faire une épreuve d'effort importante pour ce cœur. C'est ce que connaissent bien les réanimateurs dans le sevrage ventilatoire, pardon. Pour monitorer ce VES, la SFAR, elle est très agnostique, hein. Elle propose 3 dispositifs qui sont les seuls à avoir fait vraiment preuve de leur efficacité dans la littérature. Et sur l'algorithme de mise en place, hein, ça va globalement être toujours pareil. On va faire un bolus, on va vérifier qu'on augmente notre volume d'éjection systolique. Si ce n'est pas le cas, on arrête, on conserve ce volume d'éjection systolique comme référence. Et ensuite, en opératoire, soit on a une diminution de ce volume d'éjection systolique, on peut essayer un remplissage. Et encore mieux, si on a donc un delta PP ou un VVE, on peut regarder cet indice, qui est un indice de précharge, prédicteur du fait que si je remplis, je vais augmenter mon volume d'éjection systolique. Et si on a 10% et qu'on a ces critères dynamiques qui sont positifs, on va pouvoir à nouveau re-remplir le malade pour augmenter le VES, le transport et in fine la pression artérielle aussi. Si malgré mon optimisation de pression, vasopresseur, de remplissage, que je suis bien, on a un débit cardiaque qui reste visiblement inadapté à la situation, les recommandations nous disent effectivement probablement on peut utiliser un inotrope et que si on utilise un inotrope en première intention, il faut probablement utiliser de la dobutamine. Ensuite, sur les autres critères qui nous restaient à voir, l'anémie, les recommandations sont les mêmes chez nous, globalement. Mettre en place un LCL sévère quand on peut le mettre sur de la chirurgie à risque élevé, faire de l'hexacil dès qu'on peut le faire, essayer de lutter en tout cas contre l'anémie périopératoire. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça a été très très bien fait, mais essayer de faire en sorte qu'on ait le moins possible de survenue d'épisodes de fibrillation auriculaire périopératoire, bien gérer la douleur et puis avoir une normothermie le plus possible en opératoire, tel que le recommande l'ASFAR. J'aimais cette diapo, c'est M. Futier qui avait mis ça à l'ASFAR. Ça permet de résumer un peu ce qu'on vient de dire là, c'est de bien targeter la population, bien savoir quel risque elle représente, choisir un timing d'intervention qui soit précoce. L'avantage qu'on a par rapport à notre collègue réanimateur, c'est que nous, on sait ce qui va se passer. Lui, il le prend, il est déjà en choc hémorragique ou septique. Nous, on sait que ça va se passer, à quel moment ça va se passer. Donc, essayer de débuter le plus tôt possible pour essayer de limiter les effets, bien choisir du coup le type d'intervention qu'on va faire, et je vous ai expliqué pourquoi, avoir des cibles à suivre, et puis que ces cibles, elles soient personnalisées. Pour le post-opératoire, quelle orientation en post-opératoire? Déjà, premièrement. Alors là, je vous ai menti, il y avait une deuxième ligne rouge.
La deuxième ligne rouge, elle est juste au post-opératoire immédiat où on va réévaluer le risque du malade. Parce que ce qui se passe en péropératoire va avoir un effet sur les complications post-opératoires. Et ça, c'est un score d'Apgar chirurgical. Globalement, je redis, en fait, plus c'est grave en péropératoire, plus c'est grave, mais c'est vraiment quoi, démontré dans les populations. Et donc, il faut réévaluer. Peut-être qu'on était sur un risque qui nous faisait dire qu'on pouvait passer sans continu ou sans réanimation. Et le péropératoire nous fait dire probablement l'inverse. Là, j'ai pas trouvé de recommandation qui disent chez l'insuffisance cardiaque si vous devez le mettre aux soins continus ou pas. Probablement, il est légitime de se dire que si on a eu un monitorage avec plus de 1 ou 3 de mortalité périopératoire, on peut quand même se poser la question de continuer à les surveiller de manière un peu intensive en post-opératoire. Face à quoi on va être confronté en post-opératoire? De l'infarction myocardique, de l'insuffisance cardiaque aiguë, des arythmies, embolie pulmonaire, décès de cause cardiovasculaire. Et pour essayer de dépister un petit peu ça, ce qui est proposé dans les différentes recommandations, c'est le suivi des biomarqueurs aussi en périopératoire, et notamment la troponine, dont l'intérêt est surtout de faire la valeur préopératoire et de la comparer au post-opératoire, dans permettre de détecter des événements. En 2022, l'ESC avait fait une indication très très large. En 2024, la SFAR avait réduit de manière quand même très, très légitime le spectre des gens à qui on devait faire ça en post-opératoire et on se retrouve finalement sur des recommandations qui existaient déjà chez les malades qui ont des scores de Lie supérieur à 2 avec des chirurgies à risque intermédiaire ou élevé de proposer de troponine. Ça peut aider à plusieurs choses parce que, alors évidemment, ça va détecter un infarctus, mais c'est pas ça la problématique. Ça va détecter les malades qui sont à surveiller parce qu'on voit qu'il y a différentes causes d'augmentation et notamment des causes non cardiaques. Et ce tableau est assez parallèle avec cette étude de 2023 qui était une énième étude qui démontrait que l'augmentation de troponine en périopératoire était le marqueur de plus de morbimortalité post-opératoire, mais y compris, on le voit pour des causes extracardiaques. Le malade qui monte sa tropo pas parce qu'il est en FA, pas parce qu'il a une insuffisance cardiaque, mais parce qu'il a un sepsis ou autre chose, bah, c'est aussi un malade qu'il faut probablement bien surveiller et de manière intense en post-opératoire pour limiter les événements. L'ESC recommandait dans cet algorithme de prise en charge, une fois qu'on avait des dépistages qui étaient faits tous les jours, de bien orienter nos diagnostics pour prendre en charge rapidement l'événement qui serait diagnostiqué. Je vous propose que nous, on s'arrête à l'étape 2 et principalement parler de l'insuffisance cardiaque aiguë parce que tout parler de tout, ça va être impossible. Mais ensuite, de chercher les autres causes et notamment, ce qui est le plus fréquent, c'est les insuffisances coronariennes de type 2, de l'anémie, du défaut d'apport et de demande d'oxygène du myocarde. Mais nous, on va vraiment essayer de centrer sur l'insuffisance cardiaque aiguë. J'accélère. Je finis très vite. Je conclus. Donc, en post-opératoire, vous avez vu qu'il y avait beaucoup d'agressions périopératoires qui vont augmenter la probabilité qu'on survienne ça de manière neuro-hormonale. On l'a vu tout à l'heure que c'était très important. La coagulation aussi qui va jouer sur la déstabilisation de plaques et le risque d'événements thromboemboliques veineux. Et les facteurs post-opératoires sur lesquels on peut jouer, qui sont très généralistes, douleur, anémie. Et puis, ne pas arrêter les médicaments, on l'a vu aussi ce matin. Bien gérer et empêcher, on l'a vu ce matin, la fibrillation atriale. Est-ce que ça va vous arriver souvent, l'insuffisance cardiaque aiguë post-opératoire, 2,5%? Je remets juste que, attention, les malades qui ont une fraction d'éjection préservée sont très fréquemment ceux qui vont aussi pouvoir décompenser en post-opératoire. Elle se présente de différentes manières. Vous verrez principalement de l'insuffisance cardiaque décompensée et puis ensuite de l'OAP. Et puis principalement pour le post-opératoire, quand? Eh ben, on voit cette étude récente de principalement dans les premiers jours vraiment, mais plutôt le deuxième et troisième jour. Donc peut-être qu'une nuit de surveillance ne suffit pas peut-être à détecter les événements chez les malades les plus graves et les plus à risque. Ça, évidemment, on passe, puisqu'on va conclure. Et je vous invite à lire cette belle revue de 2025 sur l'insuffisance cardiaque aiguë post-opératoire, qui résume beaucoup de choses. Et puis surtout, à ne pas oublier que quand les malades se dégradent en post-opératoire, que ce soit pour de la FA, là on voit, ils vont avoir plus de morbidité, plus d'insuffisance cardiaque, ou parce qu'ils vont faire un épisode d'insuffisance cardiaque aiguë post-opératoire, c'est des malades qui ont plus de mortalité post-opératoire. Il ne faut pas les laisser partir dans la nature sans rien. C'est des malades qu'il faut savoir orienter, réorienter vers des cardiologues, réorienter vers des spécialistes pour qu'ils soient bien pris en charge. Voilà. Pour les take-home message, bien évaluer la gravité préopératoire, réévaluer en post-opératoire, personnalisé, timing très précoce, attention à la post-charge, attention à la congestion, attention quand on fait le régime de changement de pression au réveil, bien gérer l'ACFA, détecter et traiter rapidement les événements parce que c'est ce qu'on cherche finalement à éviter en faisant tous ces examens en préopératoire. Voilà, merci.